Je suis heureuse d'être là aujourd'hui à Dijon pour cette interview avec notre doyen et frère, le professeur Ansoumane Doré, le plus démocrate de notre temps. Cette interview est réalisée en collaboration avec Paul Théa dans sa série Parlons de nos aînés. Je remercie également mon frère Gandhi pour son aide et aussi particulièrement notre frère Yaya Abdoulaye pour l'enregistrement des images et du son. Bonjour professeur Ansoumane Doré. Bonjour, je suis heureux de me trouver aujourd'hui avec Adjiatou Bari, avec lequel j'entretiens des rapports téléphoniques. C'est la première fois qu'on se rencontre, mais nous discutons beaucoup au téléphone. Nous discutons des problèmes de notre pays. Donc, je suis particulièrement heureux de cette rencontre et j'attends que vous me posez les questions que vous voulez. Peu de nos compatriotes, surtout ceux des générations montantes, vous connaissent, peu ou pas du tout. Pouvez-vous vous présenter, doyen? Beaucoup de nos jeunes frères et sœurs me connaissent peu. Et je vais en indiquer les raisons. C'est tout simplement que la communauté guinéenne, dans son ensemble, réside en région parisienne, alors que moi j'habite à plus de 300 km de Paris, et c'est pour ça que nous n'avons pas l'occasion souvent de nous rencontrer. En plus, depuis quelques années, j'ai des problèmes de mobilité géographique. Je dis par là qu'à la suite d'une opération, j'ai des difficultés de déplacement et c'est la raison pour laquelle aussi je n'ai pas l'occasion donc de rencontrer nos frères, mais par communication téléphonique avec les moyens que nous avons à l'heure actuelle, j'ai souvent des échanges avec pas mal de frères, jeunes ou moins jeunes. Donc, pour me présenter, eh bien, je suis né en 1936 à Bola, sous-préfecture de Beila, en Guinée, et j'ai fait l'école primaire à Bola et à Beila de 1943 à 1949. Ensuite, je suis allé au collège à Conakry. Il s'agit du collège classique. Et ce qu'on appelait à l'époque le collège classique était l'équivalent d'un lycée, de même d'ailleurs qu'en France ici, quand c'était le cas. Le collège classique accueillait donc des élèves qui faisaient leurs études de la 6e, en principe de la 6e à la terminale. Donc j'ai fait le collège classique de Conakry de 1949 à 1956. Et je suis donc à partir de là, 1949-1956, j'ai eu le bac en 1956 et au lieu d'entreprendre tout de suite des études supérieures à l'Institut des hautes études de Dakar, puisque c'était le nom, ce n'était pas encore l'université de Dakar, et j'ai pris une année sabbatique en quelque sorte. Évidemment, à l'époque, on ne parlait pas d'année sabbatique. Je dis par là que je n'ai pas poursuivi mes études tout de suite. J'ai été engagé comme instituteur par l'Éducation nationale guinéenne et mon poste d'affectation a été Boké. Donc, j'ai été instituteur à l'école publique de Boké en 1956-57. Donc voilà, j'ai fait, et cette année a été pour moi une année d'enrichissement. C'est effectivement la seule année que j'ai travaillé au service de la Guinée. Ce n'était pas encore l'État guinéen, puisque c'était la Guinée française. Et donc, je suis d'ailleurs, pour le montrer, quand je parlais de richesse, je suis en rapport continu
avec un de mes élèves qui est à la retraite aujourd'hui, et il va se reconnaître dans ce que je dis. Nous sommes en rapport continu. J'étais content d'avoir participé donc cette année-là à la formation de jeunes Guinéens. Malheureusement, c'était qu'une seule année. Bon. Mais par la suite a été que je suis venu donc en 1957 en France pour poursuivre les études supérieures. Quand j'étais à Bokeh, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'administrateur français, c'était en somme le préfet du cercle de Bokeh, et nous sommes venus à parler de formation. C'était l'époque où on conseillait aux jeunes Guinéens d'avoir une formation supérieure pour ceux qui se préparaient, puisque déjà en 1957, nous étions sous la loi cadre de Fed. Et cette loi cadre laissait clairement entendre l'évolution très rapide des pays africains qu'on appelait encore les territoires d'outre-mer, TOM. Donc, je suis venu à mes faits en 1957 en France, et à la suite de la discussion avec l'administrateur français, il m'a parlé de l'ENFOM. L'ENFOM, c'était l'école nationale de la France d'outre-mer qui formait 3 catégories de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires. Il y avait les administrateurs d'outre-mer, il y avait les inspecteurs d'outre-mer, inspecteurs de travail, il y avait les magistrats d'outre-mer. Je vais d'ailleurs citer 3 grands aînés qui étaient pour nous des exemples. Ces 3 grands aînés, c'était pour administrateur d'outre-mer, c'était Camara Bala. Il y avait ensuite Diallo Telly, magistrat d'outre-mer, et enfin Faraban Camara, qui était inspecteur du travail d'outre-mer. Donc ces 3 grands aînés étaient des hauts fonctionnaires de l'époque, et nous avions leur exemple qu'on pouvait entrer, qu'on pouvait faire l'école, l'ENFOM. Et l'ENFOM était conseillé aux jeunes Africains. L'ENFOM, je vais en dire un mot, c'était une école, et on n'y entrait pas comme ça, il fallait avoir le baccalauréat, entrer dans une classe préparatoire. Il y en avait en France 4. Cela se passait au lycée Montaigne de Bordeaux, au lycée Louis-le-Grand à Paris, Henri IV à Paris, et enfin le lycée Poincaré à Nancy. J'ai été pour ma part à Nancy, en prépa à Nancy, où j'ai rencontré d'ailleurs un compatriote, le regretté Silla Costa. Nous avons commencé cette école, donc cette préparation ensemble, mais la particularité de l'ENFOM était que, au fond, cette préparation, pour la réussir, il fallait au moins 2 ou 3 ans. Et en même temps qu'on préparait l'ENFOM, dont le programme était très chargé, on préparait l'équivalent du diplôme de 2e année d'université en même temps, parce qu'il fallait avoir le diplôme de 2e année de faculté l'année du concours d'entrée à l'école. Voilà, donc cette école était très très difficile, mais en sortaient quand même de hauts fonctionnaires. Voilà pour ce qui était donc cette école. Alors pour ce qui était de ma part, ou de la part des Guinéens qui préparaient cette école, eh bien nous avons arrêté en 58, puisque est intervenu entre-temps dans le droit fil de la loi cadre, est intervenue l'indépendance de la Guinée. Mais comme la Guinée n'avait pas choisi d'appartenir à la communauté française, les Guinéens n'avaient plus lieu de faire l'école ENFOM. Et d'ailleurs, la situation entre la France et la Guinée était une situation détestable à l'époque,
il est inutile de rappeler cette atmosphère-là, puisque c'est vrai que de la part de la France, les choses ont été, la France a tendu beaucoup de pièges à la Guinée, et la Guinée n'a pas non plus été capable de faire le rassemblement qu'il fallait faire. La Guinée, quand je dis la Guinée, Sékou Touré s'est en quelque sorte acharné sur les cadres guinéens, surtout qui avaient fait des études en France. L'exemple type quand même, c'est le cas de Diallo Telli, qui était quand même le premier secrétaire de l'OUA, l'organisation africaine, à Addis Abeba, mais on sait comment Telli, qui s'était dévoué donc à la cause africaine, qui s'était dévoué pour la reconnaissance de la Guinée à l'ONU, on sait comment il en a été récompensé, puisque Telli a été jeté. Je dis son cas, mais il y a beaucoup d'autres cadres comme lui. Je pourrais citer de nombreux cadres, mais beaucoup ont été jetés dans l'ergastule, c'est-à-dire la prison extrêmement difficile, mortelle, qui était le camp Boiro. C'est là où Telli, comme d'autres, ont fini leur jour dans des conditions atroces. Voilà comment la Guinée a traité les premiers cadres guinéens. Et d'ailleurs, en cela, il faut reconnaître que les agents du PDG, c'est-à-dire le Parti démocratique de Guinée, ces agents aussi s'étaient acharnés. Or, la plupart de ces agents-là, c'était des fonctionnaires de niveau très élémentaire, autant d'ailleurs que c'était le cas de ce que j'avais constaté quand j'étais instituteur. Je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, quand j'étais instituteur, la plupart de mes collègues étaient des instituteurs adjoints, c'est-à-dire avec le brevet élémentaire ou le brevet du premier cycle, d'études du premier cycle, brevet d'études du premier cycle, BE et BEPC, et c'est tous ces gens-là qui avaient leurs homologues aussi dans l'administration générale, c'est tous ces gens-là qui sont devenus les hauts fonctionnaires à l'indépendance et qui aussi avaient des ressentiments contre ceux qui avaient fait des études supérieures. Alors, au lieu donc, ce qu'on reproche surtout à Sékou Touré à son époque, de l'époque, ça a été qu'au lieu d'unir la famille guinéenne, parce qu'en fait, il faut parler de famille, ça a été controversé beaucoup, mais les Guinéens, comme d'autres pays africains, forment en quelque sorte, voulaient former une nation, veulent former une nation. Et cette nation, c'était que, à ce moment-là, le père de la nation aurait dû essayer, avec les difficultés extérieures qui étaient réelles, de regrouper tous les enfants, mais on s'est acharné surtout sur l'encadrement supérieur. C'est une des causes essentielles de l'enlisement de la Guinée. C'est une des causes essentielles de l'enlisement de la Guinée. Et on peut dire que c'est depuis cette époque que finalement les agents dont je vous ai indiqué les niveaux ont pris le dessus sur des agents qui pouvaient apporter quelque chose à la Guinée, quelque chose supplémentaire à la formation de la nation guinéenne. Et cela n'a pas été fait, et on constate toujours, encore aujourd'hui, en 2011, eh bien, on constate toujours que c'est les agents médiocres qui l'emportent sur les agents compétents. Voilà une des situations de la Guinée actuelle. Et c'est une situation dont nous nous attendions la disparition. Mais, et d'ailleurs, celui qui est au pouvoir à l'heure actuelle, je veux dire Alpha Condé, c'est ce qu'il avait promis, c'est ce qu'il avait fait miroiter aux yeux des Guinéens en disant qu'il voulait le changement. Le changement consistait en Guinée, non pas le changement de façade, mais une véritable rupture avec ce qui existait. Ce qui existait, c'était une certaine complaisance, des discours sur des discours, des faire semblants,
Alors, je disais que l'enlisement de l'État guinéen est venu depuis cette époque-là. Et c'est ce que certains Guinéens ne veulent pas entendre. Ce que certains Guinéens ne veulent pas entendre, mais j'espère qu'on va en parler tout à l'heure en venant sur la situation présente de la Guinée. Mais pour le passé, les Guinéens ont pris des habitudes qui consistent à idolâtrer le président de la République, à faire en sorte qu'on voit dans ce président un envoyé de Dieu. Or, c'est quand même un comportement dans un pays de croyants, parce que je suis certain d'une chose, c'est que nos compatriotes, pour la plupart, ont une croyance. Or, on ne doit pas idolâtrer un être humain comme si cet être humain était un Dieu. Et c'est ce qui se passe en Guinée, et c'est ce qui s'est passé en Guinée avec tous les présidents qui se sont succédés et qui ont accepté ce fait. Ils se sont entourés de marabouts, ils se sont entourés de féticheurs, ils se sont entourés de conseillers, de courtisans qui étaient dans la platitude. Et c'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, la Guinée est dans l'enlisement. Nous n'avons pas l'impression que Alpha Condé a rompu avec cette méthode-là. Cette méthode est une réalité aujourd'hui en Guinée, et cela mène d'ailleurs, ce qui est beaucoup plus grave encore, c'est qu'on a divisé les Guinéens. Jamais l'ethnicisme, l'ethnocentrisme en quelque sorte, si vous voulez, jamais cela n'a été autant développé en Guinée. Je vous parlais tout à l'heure de mon temps de l'école secondaire, de l'école primaire d'abord. J'ai eu des copains de toutes les régions de Guinée, dont par exemple les pères étaient des fonctionnaires dans mon chef-lieu de cercle, donc dans ma ville, et j'ai eu bien sûr le lycée, c'était le lieu de rencontre, puisque c'était l'unique lycée de Guinée. Il y avait d'autres collèges à côté, mais l'enseignement secondaire se concentrait en gros à Conakry, et donc nous nous connaissions. Et à l'époque-là, jamais nous ne parlions d'ethnocentrisme. Nous n'avions pas cette impression. Les gens de mon âge peuvent le confirmer que nous n'avions pas la conception que nous constatons malheureusement aujourd'hui. Or, cette situation a été développée par les politiciens. Les politiciens ont développé, et on peut dire, des points culminants de cette situation d'ethnocentrisme. Par exemple, en 1976-1977, quand le président en propre a déclaré la guerre au Peul, quand en 1985, Lansana Conté a lancé une guerre contre les Malinqués en épurant l'armée de l'encadrement malinqué, tout ça, ça s'est produit. Et puis ça se produit. Et aujourd'hui encore, lisez les noms des principaux fonctionnaires, des principaux ministres d'Alpha Condé. Et pour la plupart, vous ne trouverez que des noms malinqués. Il y a par exemple, j'ai compté, il y a dans le gouvernement actuel 6 peuls. Alors que quand on fait le décompte démographique en Guinée, la réalité est que la moyenne Guinée, autrement dit le Fouta, est quand même, en pourcentage de la population, est quand même la région qui se situe un tout petit peu au-dessus de 40%. Viennent ensuite les Malinqués et ensuite les Soussous. Bon, ces situations, c'est des réalités qu'on ne peut pas contourner. Or, aujourd'hui, je dis, quand vous constatez la composition de l'administration, la haute administration, la moyenne administration, vous constatez que c'est une ethnie, l'ethnie malinqué pour le dire. Je suis malinqué, mais je le dis, et je dis qu'il faut lutter contre cela. Il ne faut pas accepter cela. Accepter cela, c'est tomber dans l'imposture. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Vu la situation actuelle de la Guinée,
et vu votre temps passé à l'extérieur, vous vous dites bien, est-ce que j'ai bien fait de partir? Ressentez-vous des remords en vous disant j'aurais pu y rester et me battre, comme on entend des jeunes le dire, au regard de la situation actuelle de la patrie qui est livrée à des personnages médiocres? Oui, c'est vrai que c'est le cœur de la question, et c'est cette question qu'on pose très très souvent à des Guinéens de la diaspora. En posant cette question, on a l'impression que les gens n'ont pas réalisé suffisamment ce qui s'est passé chez nous. La plupart des cadres de la diaspora ne pouvaient pas rester les bras ballants. Et contrairement aussi à ce qu'on a dit, la plupart de ces cadres-là n'étaient pas contre la Guinée. On ne peut pas être contre sa terre natale, la terre de ses ancêtres. Il est impossible d'être contre cela. Ça a été mal expliqué. Mais voilà aussi une façon de diviser les gens pour régner. On a dit souvent qu'on n'aimait pas. Oui, mais la question qui m'est posée de savoir si j'ai des remords, non. Je réponds tout de suite que je n'ai pas de remords et je vais m'expliquer. Je suis resté, moi, par exemple, en France, d'autres sont restés en Côte d'Ivoire, sont allés en Côte d'Ivoire, d'autres sont allés au Sénégal, d'autres sont allés jusqu'au Zaïre, au Tchad, etc. Bien oui, je pense que c'est parce qu'ils avaient entendu ce qui était arrivé à leurs collègues qui étaient entrés en Guinée. La plupart de ces collègues-là ont perdu leur vie ou ont subi le camp Boiro, qui était une espèce d'enfer. Ceux qui en sont sortis, chacun peut le constater, sont sortis diminués physiquement, puisque les conditions étaient difficiles. Donc dire qu'on a le remords, c'est vrai qu'on a eu le mal du pays, et ça c'est tout à fait humain d'avoir le mal du pays. Le pays où vous êtes né, à partir du moment où un homme a été nourri, a été soigné, a été instruit jusqu'à 15-20 ans dans une civilisation donnée, bien cette civilisation lui reste collée à la peau. C'est ça la réalité. Donc aucun de nous n'a oublié, quand je dis aucun de nous, je parle de la diaspora, aucun n'a oublié la Guinée. Et pour ma part, ce qui prouve que je n'ai pas oublié la Guinée, c'est que je me suis... j'ai été, comme d'ailleurs tous les Guinéens, la plupart des Guinéens, dans le syndicalisme étudiant d'abord, et ce syndicalisme se passait, même si c'était dans l'association des étudiants guinéens, qui était affiliée à la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Eh bien, j'ai ma carte encore de cette fédération-là. Ma première carte date de l'année scolaire 1957-1958. J'ai cette carte-là encore. J'ai mes cartes de l'association des étudiants guinéens en France aussi. Eh bien, ce qui était une section au fond de la FEANF. C'est dire que nous n'avons pas oublié l'Afrique comme on croit. On croit toujours qu'on a préféré le pain beurré en Europe que ce que nos parents nous avaient appris à manger. Non, c'est pas ça la réalité. Tout homme aime sa terre natale. C'est parce que si on s'en va, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ce quelque chose était plus grave chez nous, c'était la vie même qui était en cause. Par conséquent, je suis resté attaché à la Guinée. La preuve est que j'ai écrit sur la Guinée, que des Guinéens ont connu. J'ai écrit un ouvrage assez important qui s'appelait « Économie et société en République de Guinée, 1958-1984 et perspectives ». Dans cet ouvrage, j'ai passé tout en revue. Puisque je parle d'économie, je parle du social. J'ai parlé de l'évolution de la population, qui était d'ailleurs à l'indépendance aux environs de 3 millions, 2 700 000. Bon, mais qui aujourd'hui, bien sûr, avoisine les 11 millions. Vous voyez
la distance en 50 ans de l'évolution de la Guinée, c'était prodigieux. Bon, mais j'ai écrit sur cette population-là, sur les motivations de départ pour l'émigration, pardon. Eh bien, j'ai d'ailleurs, ceux qui ont connu cet ouvrage ont vu que j'avais abordé beaucoup de chapitres. J'avais abordé non seulement d'abord bien sûr la démographie, puisque les gens oublient toujours, l'économie a pour point de départ les hommes et pour point d'aboutissement les hommes. Par conséquent, la démographie est essentielle et j'ai décrit suffisamment avec des graphiques la population guinéenne, son évolution, le départ massif de ces jeunes. Et nous allons y revenir tout à l'heure. J'ai décrit dans cet ouvrage aussi l'agriculture guinéenne, qui était une agriculture riche, puisque dans ce qu'on appelait l'AOF, l'Afrique occidentale française, avant donc l'indépendance, eh bien, la Guinée produisait plus de 40%, exactement 43% en moyenne annuelle pour les années qui ont précédé l'indépendance. La Guinée produisait 13% du maïs de l'AOF. Or, je dois préciser que l'AOF, c'est les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Cette AOF comportait 9 pays. Eh bien, un seul pays qui produit du maïs, 13%, du riz, 43%, du manioc, près de 14%. Ce pays, d'ailleurs, à l'époque, ce n'était pas un vain mot quand on disait que la Guinée était le grenier à céréales de l'AOF, c'était une réalité. Or, où a disparu? Ce n'était pas que les céréales que la Guinée cultivait. Tout le monde connaissait les bananes guinéennes. J'ai été surpris quand je suis arrivé en France, j'ai été chez mon correspondant en Savoie, dans un petit village. Quand on a été, je suis ce fait, parce qu'il est significatif, j'ai été avec mon correspondant dans une petite épicerie de son village, et l'épicière nous a demandé quelle banane vous voulez. Vous voulez de la banane guinéenne, c'est les meilleures. Alors, c'est dit qu'à l'époque, la banane guinéenne rentrait dans le commerce extérieur pour une bonne part. Donc, vous voyez, et ce n'était pas que dans l'agriculture que la Guinée se distinguait, c'était aussi dans les produits miniers, puisque on a parlé de bauxite à partir beaucoup de bokeh et puis de Fridia, mais en réalité, quand j'étais déjà au collège, je vous ai dit, 1949-1956, on produisait déjà pas mal de bauxite à Kassal. La Guinée produisait déjà de la bauxite. La Guinée produisait déjà de l'or aussi. Tout ça, ce n'est pas venu d'un seul coup. Donc tout ça, ça fait... donc j'ai mentionné tout ça dans ce livre-là. Mais ce livre était une invitation aux Guinéens, aux cadres guinéens, à ce qu'on se réunisse pour faire le bilan de la Guinée. Tout seul, j'ai essayé, mais ça aurait été beaucoup plus riche si nous avons été nombreux. Et c'est ce que je souhaitais pour ce bouquin-là. En plus de ce bouquin que j'appelle Économie et société en République de Guinée, j'ai aussi écrit 2 romans. Ce sera Sous les cocotiers. Et puis ensuite que j'ai réécrit bien plus tard sous forme de roman aussi, mais c'était un roman que je dirais anthropologique qui s'appelle Alamako à l'ombre. Je vous en donnerai un exemplaire tout à l'heure. Alamako à l'ombre des fromagers. Alamako, c'était un jeune garçon qui n'avait pas été à l'école, qui a traversé la Guinée, qui a voyagé de la Guinée forestière jusqu'à la Guinée maritime, jusqu'à Bokeh, et on voit à travers l'itinéraire de ce garçon ce qu'était la Guinée avant l'indépendance. Et contrairement à ce qu'on dit aussi, la colonisation n'avait pas tout détruit. On voit bien, quand on lit ce roman, qu'au fond, nous avions gardé
nos us et coutumes. La colonisation n'avait pas détruit tout ça. Nous avions gardé nos langues, qui sont des richesses. Et la colonisation n'avait pas détruit tout ça. Or, dans les critiques, je ne dis pas, c'est tout à fait normal qu'un peuple qui a été colonisé essaye de se libérer. Dans l'histoire, ça a été tout le temps comme ça. Ou alors, si ce peuple ne s'est pas libéré, c'est soit qu'on s'est assimilé, le colonisateur s'est assimilé à ce peuple, soit il l'a détruit complètement, comme ça a été la colonisation en Amérique du Nord. Or, chez nous, ce n'était pas une colonisation de peuplement comme en Amérique du Nord ou comme en Australie. Chez nous, en Afrique noire, ça a été une colonisation d'exploitation. Ce qui a semblé intéresser plus de colonisateurs, c'était les produits économiques qu'ils pouvaient en tirer. Bon. Eh bien, donc, quand on écrit sur son pays, ça veut dire qu'on n'a pas oublié ce pays-là. Et j'ai eu beaucoup de témoignages pour le livre dont je parle, témoignages d'Africains, témoignages même de certains Guinéens, bien sûr. Et ça veut dire donc que mon départ ne m'a pas coupé de ce pays-là. Mon départ fait que toujours, encore aujourd'hui, je suis septuagénaire, mais il ne se passe pas de jour sans que je pense à la Guinée. Et de toutes les façons, je peux vous affirmer une chose, c'est que l'attachement qu'on a pour son pays, c'est que quand j'ai voyagé comme professeur visiteur à l'UNASA, l'Université nationale du Zaïre, c'était encore le Zaïre et non la RDC, c'était sous Mobutu, j'ai rencontré à Kinshasa beaucoup de Guinéens et j'ai été beaucoup touché par les conditions dans lesquelles vivaient certains, comme d'ailleurs en France ici. Parce que, attention, c'est pas que à Kinshasa, c'est pas qu'à ce que j'ai vu à Kinshasa ou que j'ai vu à Abidjan. Les Guinéens, partis à l'extérieur, ont subi beaucoup de choses. Beaucoup de ces Guinéens-là auraient préféré vivre dans leur pays. Auraient préféré, je viens de rappeler tout à l'heure, qu'en Guinée, nous n'étions pas malheureux sous la colonisation après tout. Parce qu'à partir, ce que en tout cas j'ai connu, j'ai été fils de chef de village, j'ai vu tout petit que la colonisation avait des aspects très très négatifs à travers les activités de mon père comme chef de village. Eh bien, mais à partir de 1946, j'étais déjà à l'école, j'ai vu que dans les colonies, il y avait eu beaucoup d'améliorations. Les travaux forcés qui existaient avant 1945 avaient été abolis et que finalement, les indigènes, comme on disait, les indigènes, c'était même pas au fond. On a pris le mot souvent comme étant péjoratif. Mais non, voyez la racine latine de ce mot-là. Indigène, ça veut dire celui qui est extrait de la terre où il vit, qui est originaire de la terre. Le mot indigène vient de là. Mais naturellement, par la suite, on a donné une connotation péjorative à ce mot-là. Mais les indigènes, sous la colonisation, de 1950 jusqu'à l'indépendance, les indigènes s'exprimaient. Bien sûr, quelques syndicalistes étaient poursuivis par leur prise de position politique. Ça, c'est réel aussi. Ça, c'est réel. Mais dans l'ensemble, la population a, dans beaucoup d'États, je ne suis pas en train, il ne faut pas mal interpréter ce que je dis, je ne suis pas en train de regretter la colonisation, mais je suis en train de dire les choses telles qu'elles sont. Eh bien, beaucoup de gens dans des villages, d'ailleurs la preuve est que souvent, on nous dit quelquefois, dans le cas de la Guinée, comme d'autres pays, que des gens ordinaires demandaient quelquefois, mais quand est-ce que l'indépendance va se terminer? Oui. Ben, ça, vous pouvez trouver dans tous les pays africains où on a répété ce genre de phrases. Or, ces gens-là, ce n'étaient pas des intellectuels. Donc, mais
un intellectuel comme moi ou comme d'autres étaient contents que leur pays devienne indépendant. J'ai dit tout à l'heure que la colonisation, c'est pas nulle part sur la terre, depuis l'Antiquité, quand il y a eu colonisation, il y a eu fin de la colonisation. Donc il faut se dire ça aussi. Et nous n'avons jamais partagé le fait que d'autres aillent régenter nos pays. Non, on est loin de là, contrairement à ce qu'on croit. Mais des gens se réfugient dans ce genre d'arguments pour condamner d'autres. Mais non, j'étais content que la Guinée soit indépendante, mais que nous fassions de l'indépendance ce que nous avions promis à la population, c'est-à-dire sa libération. La preuve est que chez nous, le journal public, le journal gouvernemental s'appelait Oroya. Oroya, ce qui veut dire liberté, indépendance. Mais tous les pays, d'ailleurs, je rigolais quelquefois avec un de mes copains qui était devenu Premier ministre au Congo, et dont le premier journal, parce que je crois que là-bas, ils avaient un vocabulaire peut-être moins riche que chez nous, mais je ne porte pas de jugement de valeur, mais la preuve est que, au lieu de dire comme chez nous, leur journal Oroya, ils avaient appelé Dipanda, Dipanda. Dipanda venait d'indépendance. Alors, donc, vous voyez qu'au fond, on a tous souhaité l'indépendance. Tous les Guinéens qui sont à l'extérieur ont souhaité l'indépendance. Mais malheureusement, ce qu'on a fait, et on ne cessera jamais, vous savez, il faut qu'on revienne là-dessus, ce qu'on a fait de ces indépendances-là, eh bien, c'est parce que les populations souhaitaient profondément. La preuve est qu'il est rare de trouver un pays africain, y compris bien sûr la Guinée, puisque je suis guinéen, je le dis, où on ait trouvé, à partir d'un certain moment, une adhésion totale de la population aux desiderata des gouvernants. On s'est trouvé dans cette situation que j'ai appelée, que j'ai essayé de définir en disant qu'il fallait faire la différence entre le pays réel, le pays qui, au fond, qu'on voit tous les jours, le pays réel, le pays profond et le pays légal. Le pays légal, c'est ce qu'on voit. Par exemple, on dira chez nous que le président de la République, c'est Alpha Condé. C'est ça le pays légal. C'est donc le gouvernement. Mais il se peut qu'il y ait hiatus, qu'il n'y ait pas concordance entre ce pays légal et le pays réel. Voilà les réalités que nous vivons. Ce que nous souhaitons, pour répondre, je reviens encore à la question, peut-être que j'ai été long, de dire si j'ai des remords. Non, je n'ai pas de remords. Quand j'ai vu ce qui est arrivé à la plupart des cadres guinéens, qu'on a détruits pour rien, parce qu'aujourd'hui, j'ai une minute de silence pour les familles de tous ces cadres-là, les familles qui ont été détruites pour rien. Et nous serions heureux si leur mort avait servi aux vivants. Et dans beaucoup de pays, pourquoi on fête dans des pays européens des guerres qui ont plus de 60 ans maintenant? C'est parce que ceux qui sont morts dans ces guerres-là, dans tous les villages, par exemple en France, il y a le plus petit village, il y a un monument aux morts qui rappelle que des enfants, il y a le nom des enfants inscrit là-dessus. Bon, mais ils sont morts pour la liberté de leur pays, pour ce que sont devenus aujourd'hui leur pays. Mais chez nous, la plupart de nos morts, non, il faut qu'on les réhabilite parce que ils sont morts pour rien, mais ils auraient voulu faire quelque chose. Et c'est parce qu'ils voulaient faire quelque chose. Pourquoi on s'est acharné sur les intellectuels les plus avancés dans ces groupes-là? C'est parce que ceux-là, on avait senti que ceux-là étaient capables de remplacer ce qui était en place. C'est ça qu'on ne dit pas. Et c'est ça la réalité. Et c'est ça, c'est le point sur lequel il faut qu'on en revienne pour que la Guinée soit la Guinée. Mais la Guinée aujourd'hui, c'est l'ombre de la Guinée que nous avons en tête. C'est l'ombre. Et l'ombre n'est pas la réalité. Voilà pourquoi ne pas servir de l'ombre ne peut pas donner de remords à quelqu'un.
je ne peux pas donc, je suis heureux de n'avoir pas servi ni le régime de Sékou Touré, le régime dictatorial de Sékou Touré, j'ai toujours insisté là-dessus, ni le régime des militaires, Conté, Dadis. Eh bien, je suis heureux de n'avoir pas servi. Et je suis heureux que dans la Guinée se dessinent, dans la nouvelle génération, des gens qui lèvent la tête. Et ces gens, eh bien, ils existent. Ils l'ont montré à partir de 2006. Les jeunes l'ont montré. Ils l'ont montré en janvier, février 2007. Ils l'ont montré par la suite. Parce que beaucoup d'eux, ce qu'on oublie, on parle toujours, effectivement, et c'est réel d'ailleurs, on parle des morts, des camps Boireau, mais il y a eu après des morts aussi. Et ces morts-là, surtout en 2009, en septembre 2009, des gens ont été abattus comme des lapins. Tout ça, c'est les réalités de la Guinée d'aujourd'hui. Et c'est ces réalités-là que des gouvernants en place refusent de mettre en lumière. Et tant qu'ils n'accepteront pas ces réalités-là, le pouvoir qu'ils ont, eh bien, je dirais qu'ils considèrent la Guinée comme une proie, mais je dirais qu'ils tiennent l'ombre. C'est l'ombre qu'ils tiennent. Ils ne tiennent pas un pouvoir qui va être éternel. Ils ne tiennent pas un pouvoir qui va construire une nation. Parce qu'ils ont refusé. Ils ont préféré les apparences du pouvoir à la réalité de la Guinée. Voilà ce que je peux dire. Et voilà pourquoi je ne regrette pas de n'avoir pas séduit une telle situation. Et voilà pourquoi la plupart de ceux qui sont ailleurs n'ont pas voulu séduire. Et c'est pour ça d'ailleurs, mais je pense que nous allons y venir sur les conséquences, puisque c'est là où nous avions des chances. Nous avions beaucoup mis nos espoirs dans les élections qui allaient se dérouler en 1900, qu'est-ce que je dis toujours 1900, en 2010, nous avions mis beaucoup d'espoirs. Guinéens, hommes et femmes, pensaient qu'effectivement à partir de là, effectivement à partir du malheur que nous avions subi collectivement, que nous soyons à l'intérieur du pays ou que nous soyons à l'extérieur, eh bien, que finalement, eh bien, l'ère nouvelle allait s'annoncer à partir de ces élections-là. Mais nous n'avons pas l'ère. Mais je pense que nous allons aborder cette question. Tu as écrit changement, quand est-ce que tu vas te montrer? Vous voulez nous reparler de ça? Est-ce qu'on ne voit toujours pas le changement? Oui. Eh bien, oui, je vais en parler. Et la question, c'était d'ailleurs le titre de l'article, changement, j'ai d'ailleurs personnifié là, parce que c'est très important pour les Guinéens, j'ai d'ailleurs personnifié le changement, puisque c'est à ce changement-là auquel je me suis adressé, comme si c'était un être vivant. Et la question était donc, changement, vas-tu te montrer? Avec un gros point d'interrogation. Oui, pourquoi cet article? C'était parce que le parti qui a gagné les élections chez nous, et d'ailleurs je reviendrai là-dessus quand je dis a gagné, eh bien ce parti avait tout visé, comme d'ailleurs ses adversaires, chacun parlait du changement. Mais les adversaires n'ont pas eu donc les élections, donc c'est à ceux qui gouvernent, à qui on s'adresse à ce moment-là. Changement, quand vas-tu te présenter? Eh bien non, le changement, la réalité est que depuis que ce pouvoir est en place, le temps est court, c'est vrai, on ne peut pas en tirer une conclusion qui soit une conclusion définitive, mais tout de même, moi j'ai entendu plusieurs fois le président du parti qui est au pouvoir, le RPG, Rassemblement du peuple guinéen, j'ai entendu dire au temps de Conté qu'en 6 mois, on pouvait redresser la situation. Et alors à partir de là,
l'essentiel du discours d'Alpha Condé avait été de dire qu'il va changer les choses. Mais changer les choses, qu'est-ce que nous voyons? Nous ne voyons pas de véritable changement. Nous voyons du bricolage. Du bricolage. Je sais très bien, quand j'insiste là-dessus, je sais que le changement en Guinée aurait été, même si le camp des bâtisseurs avait gagné, ce camp que j'avais d'ailleurs estimé au second tour, que c'est le camp qui était le plus compact, le camp qui était, à mes yeux, valable pour donc entraîner ce changement, eh bien, ce camp n'est pas venu. Mais je vais m'expliquer là-dessus. Changement, quand est-ce que vas-tu te présenter? Eh bien non, aucun changement n'a l'air de se présenter. On bricole, on nomme beaucoup à des postes, on voyage, parce que, alors, si un président a voyagé, d'ailleurs, il l'a dit à un moment donné, Guinée is back. La Guinée est de retour. Mais non, c'est pas comme ça qu'on est de retour. On est de retour quand on peut présenter quelque chose aux autres. On ne va pas continuer toujours en Guinée. La Guinée que les gens ont dit est très riche. Je vous ai indiqué tout à l'heure que avant l'indépendance, c'était un pays qui était effectivement relativement riche, c'est vrai, riche de son agriculture, riche de la qualité de ses enfants, riche de son climat, parce que les grands fleuves de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Niger, prennent leur source en Guinée, au Fouta Djallon. Eh bien, et puis il y a d'autres fleuves que je n'ai pas cités, les fleuves secondaires. Mais quand vous voyez une carte de la Guinée, une carte hydrographique, véritablement, vous avez l'impression, si vous avez regardé une figure sur l'anatomie de l'homme, comme les vaisseaux arrosent le corps humain, eh bien, c'est cette impression que la carte hydrographique de la Guinée montre. Or, ce pays aujourd'hui, dans les robinets, les gens manquent de l'eau à Conakry par moment, alors sans parler de l'électricité. L'électricité, c'était une réalité dans tous les chefs-lieux de cercle en 1950. En tout cas, les chefs-lieux de cercle et les artères des villes étaient éclairés à partir de 6 heures du soir. Et tout ça aujourd'hui sont des souvenirs très lointains. Mais il faut le dire aux jeunes générations, ce qu'était la Guinée, pour qu'eux soient capables. Or, le changement qui a été annoncé, c'est vrai que même le pouvoir qui est en place ne pouvait pas, d'un seul coup, comme par une baguette magique, réaliser tous les changements, mais pouvait donner au moins des indicateurs, des indices pour le changement. Or, nous n'avons pas l'impression que ces indices sont mis en place. Qu'a fait le président en place, Alpha Condé? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait appel à l'ancien personnel qui avait une certaine habitude de gouvernement et qui, d'ailleurs, c'est tout à fait humain, qui continue ce genre de gouvernement-là, parce qu'il ne savait faire que cela. Donc, à mon avis, ce qui aurait compté, même si le pouvoir en lui-même était un pouvoir contesté, parce que les élections se sont déroulées dans un contexte des plus flous, c'est pour ça d'ailleurs que la réalité de la réconciliation est difficile, mais le président n'a pas été capable, parce que lui-même a conscience de cette situation floue, il n'a pas été capable de tendre suffisamment et réellement la main aux autres pour installer une démocratie. Donc des changements ne se produisent pas. À mon avis, tout ce qu'on nomme en Guinée comme changement, des nominations, on parle des mines, mais qu'est-ce que ça va changer pour la Guinée? Ça ne changera rien, c'est ça la réalité. On parle des militaires qui sont rentrés, mais les militaires sont aux aguets, c'est ça la réalité. Ils sont d'ailleurs au pouvoir, il y a des militaires qui sont ministres en Guinée.
sous le changement, et des ministres qui ont été avec Dadis, qui ont été avec Lansana Conté. Est-ce que c'est cela qu'on appelle le changement? Non, le changement n'a pas montré son nez. Le changement aurait consisté à mettre en place par le président qui était venu dans un contexte, je dis encore, et je dis fort, flou, non accepté par tout le monde, mais l'extérieur étant pressé de se débarrasser de la question guinéenne, a accepté le fait accompli, et nous avons accepté, et ça a d'ailleurs effectivement évité une guerre civile, mais la réalité était que ceux qui sont venus au pouvoir, on a l'impression que le changement a résidé dans le fait qu'un individu est devenu président de la République et a l'air de se satisfaire de cette situation, de cet habit-là. Mais la réalité pour la Guinée, j'en suis convaincu, ne changera pas. La réalité ne changera pas telle que nous voyons aujourd'hui. Puisque ce n'est pas en nommant des anciens commis de Lansana Conté à la présidence comme conseiller, à droite ou à gauche, qu'il y aura le changement. Il y aura pour ceux qui sont au pouvoir, il y a pour eux, parce que d'ailleurs le président lui-même, ça constitue un changement pour lui, puisque de l'homme qui n'avait rien fait comme métier jusque vers les 70 ans passés, eh bien, devenu président de la République, avec tous les honneurs, avec toutes les courbettes, avec tout ce qui gravite autour, eh bien, dans ces conditions-là, on considère que cet homme peut, s'il n'est pas solide, et c'est l'impression d'ailleurs que j'ai, cet homme peut se laisser griser par le pouvoir, une apparence de pouvoir, parce que la réalité du pouvoir, pour moi, ça aurait été une réalité qui aurait conduit la Guinée vers un changement réel. Et dans cette condition-là, à mon avis, si l'appel avait été fait à des cadres jeunes, à des techniciens pour l'heure, parce que c'est ce qu'il fallait, coiffés par le président tel qu'il est, oui, peut-être que là, ces jeunes cadres auraient pu aller dans le sens du changement, puisqu'ils n'ont pas connu les magouilles du passé, ils n'ont pas connu tout ce qui se déroulait dans les coulisses, alors que la plupart de ceux qui sont au pouvoir actuellement, je ne dis pas tous, parce que quand on parle toujours, on risque d'être injuste envers quelques-uns. Mais disons que quand même, il suffit de regarder l'entourage. D'ailleurs, je ne vais pas dire de nom là pour ne pas braquer sur tel ou tel personnage, mais si je veux braquer le phare sur quelqu'un, c'est le président de la République lui-même et son incapacité, le président Alpha Condé, et son incapacité à changer la Guinée. Et je ne le crois pas. La voie qu'il a choisie ou qu'il n'a pas choisie, alors finalement je me dis qu'au fond, pour lui le nirvana, c'est-à-dire la félicité absolue est atteinte, le fait qu'il est à Sékou Touré. Mais pour la Guinée, c'est autre chose. La Guinée, la preuve est que la situation est tendue. L'électricité manque à Conakry. Mais alors, quand il parlait de rapidité, il n'a qu'à se rappeler de 6 points de son programme, les 6 points qui étaient les points rapides à mettre en œuvre. Mais il n'a qu'à nous dire les réalités de chacun de ces points-là. Eh bien, ces réalités sont au point zéro. Et pour moi, la Guinée a beaucoup de problèmes. Et il est assis sur des braises, mais il ne semble pas le savoir. Et le changement n'est encore pas là. Le changement n'a pas montré son bout. Et c'est pour ça encore, je le répète, que j'avais dit que ce camp-là, c'était un camp attrape-tout. D'ailleurs, un camp aujourd'hui, et d'ailleurs, disons le nom du camp, j'avais dit avant l'indépendance que l'image choisie était symptomatique. Parce que cette image, c'était l'arc-en-ciel. Or, je dis que l'arc-en-ciel, c'est un phénomène humain qui, finalement, est un phénomène qui est éphémère. Quand vous regardez l'arc-en-ciel dans un coin de terre après la pluie,
ou avant la pluie, bien vous voyez petit à petit les couleurs qui se détériorent, les couleurs qui disparaissent. Oh, l'arc-en-ciel aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente? Une apparence. Et c'est l'impression que j'avais avant novembre 2010. Dans l'arc-en-ciel aujourd'hui, il n'y a pas de poids lourds comme Lansana Kouyaté, il n'y a pas des gens comme Jean-Marie Doré qui sont en dehors, d'ailleurs qui ont été pour partie dans cette réussite-là, entre guillemets d'ailleurs, réussite qui a laissé la plupart des Guinéens, en tout cas beaucoup de Guinéens, sur leur faim. Puisque les chiffres sortis de la CNI ont été envoyés à la Cour suprême, chacun le sait, et ces chiffres ont été confirmés tels quels, sans aucune explication à la population, sans aucune explication aux adversaires politiques. Eh bien, ça, c'est ce que certains Guinéens ont appelé la cooptation, c'est-à-dire au fond que le président a été coopté. Et d'ailleurs, il a donné cette impression-là en s'étant crispé dans sa situation, au lieu de tendre la main. Moi, je dis que l'homme d'État à ce moment-là, élu dans ces conditions-là, aurait tout fait pour que sa situation soit une situation confortable. Mais je suis absolument sûr que ce n'est pas le cas et que c'est ce qui contribue à la crispation du chef de l'État lui-même avant les autres. Une preuve, vous en voulez une preuve? C'est la réunion du 15 novembre. Et des Guinéens se sont mis à dire « Ah oui, mais c'est bien, on a appelé l'opposition au dialogue. » Mais dans cette opposition-là, il a manqué des poids lourds. Et ce n'est pas que je sois d'ailleurs pour ce poids lourd, puisqu'il était dans l'arc-en-ciel, mais il est dans l'opposition maintenant. Ce poids lourd, il avait fait quand même 7% des voix. Il arrivait donc en 5e position, c'est Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté. Eh bien, donc, tout ceci avait accepté la magouille, et puis c'est après que, au partage donc, du gâteau, que n'ayant rien eu, ils se sont mis dans l'opposition. Donc c'est une opposition de façade, une opposition d'intérêt, La véritable opposition pour moi actuellement est composée de l'UFDG, de Cellou d'Alain Diallo, de l'UFR de Sidia Touré et de le parti de Abessila et oui, SGR, et donc le parti aussi du jeune Mouktar Diallo, parce qu'eux sont dans l'opposition. Encore que, bon, même Mouktar Diallo, c'est un petit parti, mais il reste dans l'opposition. Bon, il y a d'autres petits partis aussi, à côté des trois que j'ai nommés là, c'est-à-dire Cellou d'Alain Diallo, Sidia Touré, Abessila. Ben oui, cette opposition-là, elle est réelle. Mais les autres oppositions, je peux dire, c'est des opportunistes, pour moi en tout cas. Ils se sont montrés comme des opportunistes. D'ailleurs, Lansana Kouyaté l'avait montré en 2007, quand il a été nommé Premier ministre de consensus. Au lieu de prendre les taureaux par les cornes, il a voulu amadouer le vieux Lansana Conté, qui n'avait plus ses facultés. Et donc il n'a pas pris ses responsabilités. Bon, donc c'est pour ça que je ne lui fais pas confiance. Tandis que Jean-Marie Doré, je peux dire que finalement, il veut faire partie de tout. Il veut souhaiter manger à tous les râteliers en quelque sorte. Donc son opposition doit venir du fait que lui aussi n'a pas eu ce qu'il escomptait. Donc ce n'est pas la véritable opposition. La véritable opposition, elle est trinôme pour moi, je viens de dire tout à l'heure, mais je m'excuse pour les petits partis que je ne cite pas, mais je dis que la véritable opposition à l'heure actuelle, c'est l'UFDG, l'UFR, et puis le NGR, Nouvelle Génération guinéenne. Alors donc l'opposition se situe là, et je souhaiterais que cette opposition se renforce pour l'avenir, parce que
l'avenir ne peut venir que de ce côté-là. J'avais d'ailleurs dit les accusations portées, parce qu'il faut que je le dise avec précision ici. Si j'ai pris position pour cette opposition-là, c'était parce que je sentais que véritablement elle était concise, elle était compacte, elle n'était pas faite que d'arrivistes, elle n'était pas faite que des gens qui louvoient. Ce qu'on reprochait à l'un d'eux, au principal parti de l'opposition, à Cellou d'Alain Diallo, mais on ne peut pas reprocher cela, c'est-à-dire des détournements de fonds publics, mais pourquoi avoir aussi choisi des gens comme Fodé Bangoura, Kiribi, etc., etc. La plupart de ce qui entoure le président actuel, ils étaient dans le cas. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais dit avant le deuxième tour, j'avais écrit dans un article qu'il ne faut pas qu'on soulève ces problèmes-là. Ce n'est pas que je n'étais pas pour le règlement de ces problèmes-là, mais je me disais que si on touche au problème qui consiste à parler de pillage, et le président n'en parle plus du tout, ou presque pas, si on parlait de ça, eh bien, on allait toucher pratiquement tout l'encadrement guinéen. Et je me disais qu'il faut trouver un cadre adéquat pour régler ce problème-là. Et je dis parce qu'on se retrouvera. Or, le président aujourd'hui en place se retrouve avec des conseillers qui sont profondément compromis dans le pillage économique et financier de la Guinée. C'est ça la réalité. Ce n'est pas que dans l'opposition seulement. Donc, il fallait que la Guinée fasse avec ce qu'elle a comme encadrement politique. Et c'est pour ça que le choix a été fait. Donc, or, quand on dit ça, les gens braquent l'objectif sur un seul personnage de l'opposition en disant il a fait ceci, il a fait cela. Mais qui en Guinée n'avait pas fait ceci ou cela, même qui se trouve à la tête, qui se trouve pas à la tête, puisque ce qu'on peut dire tout simplement, c'est vrai qu'Alpha Condé lui-même n'avait pas participé au premier gouvernement, mais il est entouré de personnages, ses conseillers principaux sont ceux qui avaient participé à ce gouvernement-là. Alors, vous voyez la contradiction. Comment, dans ces conditions-là, peut-on faire le changement? Le changement, on ne peut pas le faire avec ce personnage. Or, ce sont eux les principaux personnages. Alors, voilà pourquoi la question se pose bien de savoir où est le changement. Et on considère comme changement en Guinée, pour répondre à la question, on considère comme changement des intentions, des déclarations, des velléités. Les gens sont velléitaires. Oui, on dit aujourd'hui, voilà, la présidence a dit ceci, et ça devient comme fait accompli. Non, c'est pas ça la réalité. En Guinée, on continue comme par le passé. Bien sûr, ce n'est plus le camp Boiro, ce n'est plus Menda. Le camp Boiro n'existait plus au temps des militaires. Il existait peut-être, il y avait toujours des brimades, il y avait toujours des massacres de personnes, puisque j'ai cité l'exemple précis, le plus gros, le plus massif, en 2009, j'ai cité cela. Mais bon, mais même aujourd'hui, le président qui est de formation juriste, des personnes sont arrêtées pour rien, ils sont graciés pour rien, ils sont graciés, on ne sait pour qu'est-ce qu'ils avaient fait. Ils n'ont presque pas été jugés, ils ont été mis en prison, d'autres sont toujours en prison en raison de je ne sais quoi. Et puis aussi la faiblesse de ce gouvernement, c'est là aussi, ceux qui pouvaient contribuer au changement, c'est les acteurs économiques, les entrepreneurs privés. Or, beaucoup de ces entrepreneurs se trouvent particulièrement dans les commerçants en Guinée. Et ces commerçants, qui sont pour beaucoup à Conakry, des peuples, on s'est adressé à eux nommément à un moment donné. Non, c'est pas ça l'unité, c'est pas avec ça qu'on peut avoir l'unité. Appeler de temps en temps tel ou tel marabout pour qu'il se rallie, pour qu'il donne des conseils. Bien oui, d'ailleurs, il y a un marabout qui a dit récemment, il n'y a pas longtemps, et qui finalement semblait être dans
dans les conditions du président, qui a dit oui, aux Guinéens, oui, si vous avez des mauvais chefs, c'est parce que vous n'êtes pas des croyants. Vous n'êtes pas des croyants et c'est ce qui fait que Allah vous envoie des mauvais chefs. Et je peux dire encore, personnellement, je suis loin, mais je suis de façon intensive ce qui se passe chez nous, que nous n'avons pas encore de bons chefs. C'est ça la réalité. Et c'est ça qui fait que je pose la question au changement, où es-tu? Eh bien, il ne s'est pas présenté encore. C'est pas en voyageant au Brésil, c'est pas en voyageant, je ne sais pas, dans les Émirats, c'est pas en voyageant en Angola, c'est pas en allant en Amérique ou tout ça pour se montrer. Oui, vous savez, les grandes puissances, ils reçoivent tous les chefs d'État, quelle que soit la grandeur. Par exemple, la Gambie, il n'y a que 11 000 km². Ben oui, mais si le chef de l'État allait aux États-Unis ou s'il allait en France et qu'on accepte de l'accueillir, eh bien il sera accueilli comme représentant de tel ou tel pays. Bon, mais il ne faut pas se leurrer ce que tous ces gens-là qui vous reçoivent pensent de vous et pensent de ce que vous faites. C'est ça la réalité. Beaucoup, on parle des investisseurs qui arrivent en Guinée, mais tout ça c'est sur papier. La réalité est autre. Les investisseurs ne vont pas dans les pays qui ne sont pas sûrs. Or, la Guinée n'est pas encore sûre. La Guinée, la sûreté d'un pays comme la Guinée, ça vient de la façon dont le pays est gouverné. Quand on sent que ça soude à l'intérieur du pays, que socialement le climat n'est pas favorable, eh bien l'investissement ne s'est pas fait. C'est parce qu'on a eu un petit entrepreneur qui est venu s'installer parce qu'il avait du mal à joindre les deux bouts ailleurs qu'on va dire qu'il y a des investisseurs qui sont là. Il y a beaucoup de financements de la Guinée qui sont bloqués encore, par exemple au niveau de l'Union européenne, par exemple au niveau de la Banque mondiale. Beaucoup de financements sont bloqués parce qu'ils ne sont pas sûrs. Ils attendent que les élections législatives se passent. Or, nous sommes quand même à plus d'1 an d'élection du président de la République parce qu'il n'est pas sûr de gagner, comme il a gagné, entre guillemets, l'élection présidentielle, il n'est pas sûr qu'ils repoussent, ou en tout cas, ils font tout, leur appareil fait tout pour reculer les élections législatives. Or, à mon avis, si l'intelligence pouvait jouer pour cette équipe, c'était un peu, je vais dire quelque chose qui est un peu contraire à ce qu'on trouve partout, c'était de ne pas se préoccuper beaucoup d'avoir une majorité à sa dévotion. D'ailleurs, je dirais qu'en Guinée, si une majorité était opposée au président, ben ça serait pour moi, dans mon analyse, ça serait une bonne chose. Cette majorité pouvait gouverner, mais le président a ses prérogatives constitutionnelles. Et c'est aussi une façon, en faisant venir une majorité qui n'est pas à sa dévotion, c'est une façon aussi d'annoncer la réconciliation. Parce qu'à ce moment-là, ceux qui sont derrière l'opposition verront qu'ils sont aussi aux affaires. Et ceux qui sont derrière le président de la République verront que c'est lui le président de la République. Donc c'est un pas déjà vers la réconciliation. Mais tant que les mêmes sont toujours à détenir tout partout, eh bien ils peuvent être sûrs qu'ils tiennent une proie qui est pour moi, je le répète, de l'ombre. C'est l'ombre qu'ils vont tenir. Leur pouvoir ne tiendra pas à grand-chose. Eux peuvent en bénéficier comme ils le font maintenant dans des voyages. Mais le pays n'en bénéficiera pas. Ils ne laisseront pas dans l'histoire un nom solide. Ils laisseront un nom du même genre que leurs prédécesseurs en Guinée. Sékou Touré, Lansana Conté, Dadis Camara. C'est ce genre de nom qu'ils risquent de laisser. C'est-à-dire du néant, avec N majuscule.